Est-ce que tu es le meilleur joueur de France? Est-ce que il faut avoir beaucoup d'ego pour devenir le meilleur? Qu'est-ce qui se passe, pour Scott Harrison sur la saison, 2024-2025? Je suis fier d'être capitaine et moi, si je suis pas en équipe de France demain, je veux que le mec qui joue pour la France, il soit fier déjà et qu'il donne tout à chaque fois. Je veux frapper les Américains, j'ai un problème avec eux. Je veux que ce soit la France en haut, en fait. Je veux aller frapper tous ceux qui se croient meilleurs que nous. Chaque année, que ce soit d'une manière athlétique ou dans le jeu lui-même, l'équipe est toujours meilleure que l'année d'avant. Bonjour à tous, je suis Romain et bienvenue dans Flag Football Talks, le podcast où l'on plonge au cœur de Flag Football à travers ceux qui le vivent et le font évoluer. Pour ce tout premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Scott Harrison, multiple champion de France avec les Sphinx de Pau et les Blue Stars de Marseille et capitaine de l'équipe de France. À travers son parcours exceptionnel et des anecdotes mémorables, Scott nous parlera de son attachement à l'équipe nationale, des défis auxquels fait face un sportif de haut niveau dans un sport amateur, mais aussi de sa vision pour l'avenir du flag football en France et de ses engagements pour faire grandir ce sport. Alors bonne écoute et bienvenue dans Flag Football Talks. Salut Scott, Salut! bienvenue dans ce premier épisode du podcast Flag Football Talks. Quel Euh, honneur! J'ai pensé à une petite phrase comme ça pour description du podcast et le flag football raconté par ceux qui le font. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est propre, hein. Tu toujours très bon pour ça. C'est je sais pas si c'est marketing ou une idée comme ça, mais on se fait plaisir. Bah écoute, je suis content de t'avoir ici pour ce premier épisode. Capitaine de l'équipe de France depuis maintenant quelques saisons. Ça fait des années que tu joues. Tu as fait un petit passage dans le foot américain, mais avant tout, tu es un joueur de flag. Donc ça me paraît important aussi de parler de ça, parce que d'habitude, c'est plutôt le contraire. C'est les gens qui font du foot américain qui se mettent au flag. Toi, tu es avant tout un joueur de flag qui s'est mis à un moment donné au foot américain et qui est revenu au flag. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous parler un peu de où est-ce que tu as grandi? Je sais que c'est une histoire un peu complexe. Moi-même, je la connais pas forcément entièrement. Donc si tu peux commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens, de comment tu as grandi, etc. Alors moi, c'est Scott Harrison, je viens de Normandie, du coup, je viens du Havre. J'ai commencé ma carrière sportive, très jeune, au HAC, donc au Havre Athletic Club dans le foot, le soccer et jusqu'à mes à peu près 15 ans et c'est à ce moment-là de ma vie où j'ai découvert le flag, donc grâce à Antoine Brisset et donc il m'a fait découvrir le flag, j'ai adoré et après c'est suivi un ping-pong entre le flag, le soccer, le foot américain, d'opportunité en opportunité, jusqu'à mes 21 ans où j'ai repris finalement le foot pour jouer en CFA2 à l'époque et finalement au bout de 6 mois repris le flag et le foot américain pour, aller essayer de chercher un titre, de champion de France, D1 au flag et après revirement de situation, j'ai rencontré un monsieur, un samedi soir qui m'a fait plus ou moins descendre à Marseille pour jouer, en élite au foot américain et C'était moi après, ça. eh oui, c'est toi et après la suite, c'est, l'équipe de France et là, c'est la plus belle partie de l'histoire sportive. Les titres, c'est les aventures et c'est, bah, tout ce qu'on connaît aujourd'hui de ce qu'est le flag en France, qui a commencé pour moi, du coup, en 2019. Bah, c'est bien, tu nous as fait un résumé de tout. Moi, je voulais démarrer sur la jeunesse, mais là, c'est bon. Bon, on va s'arrêter là. Merci, Scott. Non, mais dis-moi, t'es né au Havre, t'as toujours grandi au Havre? Ouais, j'ai joué, du coup, pour Le Havre, que ce soit au foot, au flag, au foot américain, de mes 4 ans à mes, 19, 20 ans. Parce que Harrison, moi, je me suis dit, c'est américain, quoi. Non, même pas. Et les Américains, c'est juste des Anglais expatriés. Moi, du coup, je viens d'origine anglaise, donc de Liverpool. Ma famille vient de Liverpool. Ok. Mais moi, je suis français, né en France, mes parents aussi. Ça vient juste, du coup, de l'immigration, avec les premières et secondes guerres des 2 côtés, maternelle Et et du coup, paternelle. jusqu'à tes 15 ans, tu fais que du soccer au HAC. Donc, c'est quoi, centre de formation du Havre? C'est ça. Carrière, pro, toute définie, mais pas les croiser, Et hein. bah, tu les as rejoints, t'étais tout jeune, t'as franchi toutes les étapes jeune. C'est ça et après c'est poser le problème de la croissance, de la taille, bah, du coup que beaucoup ont à 14 ans.
c'est que les centres de formation recrutent des mecs d'1 m 80 déjà finis et moi je faisais 1 m 60. Donc j'avais beau avoir des qualités, les physiques, ça commence à jouer beaucoup sur un grand terrain du coup à 11. Et c'est ça qui t'a fait, du coup réfléchir à potentiellement faire un autre sport? Oui et non, j'étais dans une étape, on va dire, charnière un peu à l'école, parce que j'ai un parcours aussi atypique à l'école et du coup, c'est le fait que le centre de formation se soit mêlé de ma scolarité qui m'a un peu fait décrocher comme je suis une forte tête et à ce moment-là, Antoine, il est apparu et et il a saisi un peu la chance de me faire venir jouer pour lui. Avec lui? Ouais, non, j'étais plus son pion à l'époque. C'est le QB, c'est la tête. Moi, j'étais juste les jambes, Parce que du coup, Antoine, tu le connaissais comment? de l'école. De l'école et avant même des jeux vidéo. D'accord, et donc lui, il te ramène à un entraînement un jour, il te dit: «Allez, viens, moi je Un fais ce samedi sport-là, tu vas aimer». un samedi après-midi, viens me dire, viens essayer le flag. Je te présente, du coup David Haz, double champion du monde. Moi, je très, très respectueux des coachs, par l'éducation du coup, pro. Je le voyais, comme si c'était le pro de soccer. Impressionné par le monsieur, il me parle, il m'apprend des choses directement. Il m'investit dans l'entraînement alors que c'est la première fois et en plus du coup je m'en sors très bien, donc je kiffe. Dès la première fois, dès le premier entraînement, tu accroches ou tu te dis: «Bon, vas-y»? Ouais, non, dès le premier entraînement, je crois que j'ai pris ma licence, le week-end même. Et alors, dès le premier entraînement avec ton background de sportif, qui, bah, en centre de formation, tu devais t'entraîner quasiment tous les jours. Physiquement, tu étais déjà, au-dessus par rapport à ta classe d'âge? En fait, ce qui est bien avec le flag et le foot américain, c'est que tu joues avec, plusieurs classes d'âge. Donc, moi j'avais 14 ans, donc du coup je jouais avec les U17. Donc je pouvais jouer avec Antoine qui est 2 ans plus vieux que moi et malgré le fait que je sois le plus jeune, j'étais quand même le plus rapide malgré mes 1 m 60 à l'époque et après au niveau coordination, tout ce qui est, pieds-mains, ça se passait très bien parce qu'en centre de formation, on n'apprend pas que le foot, que à jouer au foot, on apprend à être des athlètes, à se développer, que ce soit mentalement ou du coup au niveau de la motricité et donc sorti de ce sport, j'étais pas si «mauvais» entre guillemets et après j'ai été bien aiguillé pour continuer à progresser. Donc tu es passé de, centre de formation, ils t'ont dit: «Désolé, tu es pas assez fort, tu es pas assez, grand, rapide». Au flag, on t'a dit: «Hey, pour ton âge, tu es mieux que ceux qui sont au-dessus de toi». Mais c'est un peu ça et en même temps, j'ai pas laissé le temps au centre de formation de me le dire et je l'ai ressenti plutôt dans les choix des coachs. Même si j'étais pas mis à l'écart, je me suis mis à l'écart, parce que je suis une forte tête et que j'ai pas, on va dire, assumé, heu, les critiques à ce moment-là de ma scolarité. C'est marrant, c'est quelque chose qui m'étonne pas, te Et connaissant. non. Ça t'a pas suivi, même si, ça grandit. Et donc 15 ans, 2011, tu rejoins les Salamandres, du Havre, pendant 7 ans, jusqu'en 2018. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire avec les Salamandres, comment tu l'as vécu ces premières années jusqu'à, bah, jusqu'à ton départ en Chaque année a été spéciale parce qu'elle a été, marquée du coup, comme je t'ai dit, par un ping-pong où je repassais, tantôt par le foot, qui venait me chercher pour des opportunités comme les U17 nationaux ou le foot américain où on me demandait de faire les sélections pour faire le junior bowl et cetera. Mais j'avoue que mon premier amour et du coup, depuis cet entraînement, c'était devenu le flag et donc j'y revenais toujours, que ce soit pour les amis, pour les coachs, du coup qui sont devenus après des amis quand j'ai grandi. Mais ouais, en fait, en 2011, j'étais du coup U17 surclassé. Ouais, U17 surclassé et on a commencé à avoir une petite équipe qui tournait bien et après, d'année en année, me suis toujours entraîné avec, les seniors. Donc j'ai pu me développer bien plus vite et moi, dans peu importe le sport que je vais faire, mon but, c'est toujours d'atteindre, le plus haut possible et c'est ça qui était à la fois frustrant avec le flag, c'est que j'y trouvais beaucoup mon plaisir d'y jouer et d'être avec les copains et cetera. Mais à l'époque, il y avait pas de perspective d'évolution comme les jeunes peuvent avoir aujourd'hui et du coup, les salamandres, c'est mon cœur et je suis tatoué, le S des salamandres est tatoué sur mon bras. Mais, à l'époque, c'était vraiment que le cœur. Il y avait rien d'autre. C'était juste là pour être avec les autres et profiter et donner au club sans attendre rien du tout en retour, en fait. Et qu'est-ce qui tu disais que le flag, c'était
ton sport de cœur par rapport au soccer que tu joues depuis que t'es tout jeune et le foot américain que tu joues également. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui te plaît dans le flag qui fait que c'était plus ton sport de cœur que les deux autres? Au-delà du fait de la performance sur le terrain, où je me suis toujours senti à ma place, c'est vraiment en fait les gens. On est un petit sport, donc on n'a pas encore tout l'aspect négatif que peut avoir le soccer avec l'argent, les gens qui jouent, les parents sur le bord du terrain quand tu es jeune. Moi, en fait, j'ai vécu tout ça. Vu que j'ai toujours été en club pro, on était toujours un peu les cibles à abattre. Chaque tournoi, chaque week-end. Et moi, encore plus en tant que numéro 9 et puis après sur grand terrain, en numéro 10, j'ai souvent été celui à casser. Et du coup, c'est un peu cette mentalité-là qui fait fuir le foot et qui, au flag, se retrouve pas du tout ou très peu, on va dire. Et du coup, donc, au Salamandre, tu fais toutes tes classes jeunes, donc avec Antoine Brisset qu'on a parlé, avec d'autres personnes qui vont te suivre ensuite plus tard dans ta carrière de flag ou de foot américain. Tu veux nous en parler un petit peu? Donc, je pense à Clément Schaffer, par exemple, ou Manu. Ils sont tous, on va dire, arrivés à une période différente. Au début, du coup, il y avait donc Davidas et Chinois, du coup, qui nous coachaient avec Antoine. L'année d'après, si je me trompe pas, ou 2 ans après, est arrivé Clément, jeune, avec un physique d'athlète assez fin, un physique d'athlète et un petit potentiel que Monsieur Marignan a très vite repéré. Après, notre grand ami, du coup, Manuel Eusé, qui était à l'étranger pour ses études, est revenu au Havre. Et pour nous, c'était l'occasion de reformer notre trio qu'on avait en dehors du terrain, sur le terrain. Et après, et en fait, c'est tous les gens qui ont fait ce que les Salamandres sont, qui m'ont marqué que ce soit dans le cœur ou dans la tête, comme des grands frères, comme des mentors. Mais en soi, ouais, c'est vraiment cette génération après, avec Clément, Antoine et Manu, qui a rejoint les anciens pour faire ce qu'on a fait avant de partir. Et qu'est-ce que vous avez fait justement avant de partir là? Il y a eu 2 saisons où vous étiez vraiment une des meilleures équipes de France, sans jamais vraiment réussir à conclure. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais en 2016, du coup, je reviens. Non, 2017. Ouais, 2016, je reviens en flag après une blessure. On y reviendra. Les blessures, c'est quotidien chez moi. Du coup, on revient après une blessure et en fait, on a remonté l'équipe après le départ de Chinois pour des raisons, on va dire, administratives. Lui a développé un autre club en Normandie. Il a fait un super projet avec les Crazy Bees de Barentin. Mais du coup, les Salamandres ont dû se reconstruire au flag. Et après cette année difficile, on a quand même réussi à faire un top 5 France. L'année suivante, encore, et c'est de l'association de toute façon. Moi, j'ai 18 ans, je prends la section à mon compte, donc je coach et je fais l'administratif, etc. On arrive juste entre potes et en, en engrainant les anciens à revenir un petit peu à toucher le podium. Donc, c'était à Saint-Cergue en 2017. Et après, ma dernière année au Havre, celle où on avait prévu de partir après avec Antoine, 2018, du coup, on fait un top 2. On fait le vice-champion perdu contre les Sphinx. Du coup, cette finale contre les redoutables Sphinx, nos grands C'était amis. pas vraiment une finale à l'époque. C'était une poule et tout le monde se jouait et tu comptes les points comme un championnat, C'est ça, etc. Et vous avez perdu au goal average. Enfin, vous avez fini deuxième au goal average. au goal average particulier, très important. Au C'est goal important. average, Donc, grande frustration qui suit tous les salamandres qui ouais. étaient là présents ce jour-là. Frustration qu'on n'a plus maintenant qu'il y a des playoffs. Ouais, et c'est encore mieux maintenant avec ce qu'a fait du coup, c'était il y a 2 ans, en 2023, Cédric, de même laisser une wildcard de plus pour le quatrième de poule, qui les années d'avant était éliminé d'office le samedi et maintenant joue quand même quelque chose le dimanche. Et on a vu la belle histoire des Salamandres, même si j'y étais plus en D2, qui ont perdu tous leurs matchs le samedi et qui ont tout gagné et ont fini champion le dimanche. Je C'est parlais de ça. Cédric Castin. Ouais, Monsieur Casta. Monsieur Castin. Et donc là, grand départ. T'as quel âge? T'as 21 ans, c'est ça? Tu me disais? Ouais, c'est ça, 21. Qu'est-ce qui te fait partir? Pourquoi tu voulais partir du Havre?
À l'époque, avec les Red Lips, du coup, et Maimouna, etc., on était très copains. Et avec, du coup, Camille, Ralph, Shekou. Et donc, le projet, c'était d'aller jouer au Molos, quand c'était pas cool d'être au Molos. Et moi, pour moi, de jouer en élite et de jouer après au flag avec les copains aussi, de faire en gros la double équipe avec les QB receveurs, que ce soit les mêmes au flag et au foot. De les Molos à l'époque, c'était vraiment plus ce que c'était et surtout pas ce que c'est aujourd'hui. Et ouais, du coup, on avait ce projet entre nous parce que Antoine, dans ses études, Paris, c'était une super opportunité pour le travail, pour son école de commerce. Donc nous, on voulait juste vivre ensemble et on était tombé d'accord sur Asnières, c'est cool. Et au final, pas d'Anières. Au final, pas d'Asnières. Septembre 2018, septembre 2018, le QB Camp au Havre. Il y a un certain Romain de Chevigny qui aide Monsieur Brisset, qui ne trouve pas de stage depuis 6 mois parce que les recherches étaient un peu feignantes. Et du coup, Monsieur de Chevigny propose de trouver un stage contre ma licence au Blue Stars. Et voilà, la suite, c'est que Après, il j'ai faut pas. dire que ta famille avait déménagé dans le sud. Donc, il y Ouais, avait mes quand parents même, habitaient déjà dans le sud depuis 2 ans. ça facilitait les choses. Donc, tu arrives à Marseille, tu passes une saison ou deux élite, Ouais, c'est c'est ça. une saison et après le début de saison et Covid. Tu fais une saison ou deux élite, tu fais une saison un peu blanche flag, parce Ouais, qu'il n'y avait pas complet. de flag au Blue Star à cette époque-là. C'est ça. Et c'est ça qui te fait rejoindre les Sphinx de Pau alors que tu n'habites pas à Pau. Alors, c'est même encore plus compliqué parce que après cette saison élite, c'est recréer l'équipe de France où monsieur Anthony Riquin et David Az sont co-sélectionneurs. 2 personnes que je connais très bien et qui connaissent aussi mon jeu, m'appellent malgré ma saison blanche au flag pour les sélections. Je suis sélectionné, je vais faire l'équipe de France et donc les Blue Stars y voient une sorte d'occasion d'ouvrir une section flag puisque la section féminine foot s'est fermée l'année d'avant. Et là, du coup, je me retrouve avec tout à faire sans Et avoir, il y avait toi et Naïssa aussi qui était en équipe de France, c'est ça. Naïssa Charani. Et donc, il se disait, bon, on a un joueur équipe de France et une joueuse équipe de France de flag. Ça peut être les têtes de gondole d'un projet. C'est ça, c'est le moment de lancer le projet flag à Marseille. Ce qui est en soi une idée super parce que c'est ce qui manquait dans ce club. Le foot, toutes les sections sont représentées. C'est, je pense, le plus gros club de France avec le Flash. Et du coup, le flag, même pas une équipe. Ils ont vu juste. Il y avait un trou, effectivement. Ouais. Le flag n'était pas trop respecté à ce moment-là à Marseille. Ça a changé depuis. Mais du coup, ouais, ça a été le tout début. Le tout début, toi et Naïssa qui avaient insufflé l'énergie qu'il fallait. Et d'autres personnes qui étaient aussi un peu habituées du flag, qui se sont un peu rapprochées en profitant qu'un projet se monte à Marseille, qui est quand même une ville assez grande avec pas mal de gens qui habitent. C'était le flag au Blue Star, mais toi, tu continuais à jouer pour les Sphinx. Donc en fait, tu étais juste plus ou moins coach au Blue Star, mais tu jouais après en compétition pour un autre club. C'est ça. J'ai joué bah, du coup jusqu'à ces derniers mois, du coup fin 2024 pour les Sphinx. Comment ça se passe? Parce que du coup, tu as fait 4-5 ans avec eux là. Tu partais juste sur les tournois, tu t'entraînais jamais avec eux à part les stages, enfin tu les côtoyais que au stage équipe de France ou en finale quand tu faisais les tournois avec eux. C'est ça. Après, sur les premières saisons, c'était beaucoup plus facile puisque tous les tournois sud étaient à Toulon. Donc j'ai fait, je crois que la Coupe de France 2019, j'ai fait 4 journées. Donc je crois qu'on a fait J1, J2, demi-finale. Non, J1, J2, finale nationale, première partie à Toulon, donc 3. Et juste une journée à Évry. Et du coup, la deuxième partie de la finale, à cause d'alerte rouge météo, c'était fait à la Courneuve. Mais sinon, euh, j'avais 3 sur 4 à Toulon. L'année suivante, je crois que du coup, avec le Covid, on n'avait eu que 2 journées. Pareil, les 2 à Toulon. Donc ouais, à l'époque, en fait, c'était à la fois facile et pour moi, pour les déplacements, c'est la facilité. Et comme ça, je pouvais juste m'entraîner de mon côté et du coup, les retrouver soit en tournoi de début de saison, soit avec l'équipe de France sur les stages
où on continue à bosser nos automatismes, même si c'est pas notre équipe. Mais au niveau où on jouait ensemble, c'était toujours mieux qu'à l'entraînement. Et le fait de rejoindre une équipe comme ça qui était à l'époque, je sais pas, triple champion, titre de Coupe de France, enfin, ils gagnaient tout. 5 à l'époque, déjà qu'un triple champion de la Coupe de France en titre. Ils gagnaient tout en Europe. La moitié de l'équipe était en équipe de France. De rejoindre une équipe comme ça, clairement, il y avait une idée derrière la tête de juste gagner des titres, Non, au-delà de l'amitié. non, vraiment, c'est depuis, je pense, que c'est depuis du coup, l'épopée en championnat d'Europe 2019, euh, où ben, je me suis vraiment attaché beaucoup à eux. Encore avant ça, en 2019, quand ils m'ont battu, en 2018, quand ils me battent en finale, il y a vraiment aucune animosité. En 2016, on leur offre le titre avec une égalité contre les Molos. En fait, il y a un passif de vieux de 3-4 ans où on s'adore, on s'écrit. Je dirais jamais qu'il y avait un projet de rejoindre qui que ce soit, mais on se titillait toujours sur Pau et Le Havre. Euh, Parce que on était à la fois très loin et très proche dans comment on vivait le flag, une petite structure dans un coin de la France contre une autre petite dans un coin de la France et on se battait en finale à chaque fois. Du coup, non, c'était vraiment pas pour le titre, même si je savais qu'en rejoignant mes potes, on allait probablement éclater tout le monde. C'était vraiment pour ne pas me prendre la tête avec jouer à Marseille et coacher à Marseille. Enfin, je sais que je l'ai fait au Salamandre parce que c'était le cœur, mais à Marseille, je le dirais toujours, c'est pas le cœur, c'est ma situation géographique qui fait que je suis là. Et pourtant, du coup, 2019-2024, après 2 titres de champion avec les Sphinx, une deuxième place et une troisième place, donc bon, que des podiums. Mais tu as aussi vécu les premières années sans titre des Sphinx. Donc après tout ça, tu décides de rester à Marseille et de jouer aussi en mixte avec les Blue Stars que tu coaches à l'époque. C'est ça. À l'époque, du coup, le mixte, euh, c'est complètement pour rejoindre Naïssa et aussi à l'époque Juliette que j'ai envoyé le message, je pense que ça doit être le 30 janvier. J'envoie un message au Sphinx et je leur dis transférez ma licence. Enfin, vous allez avoir une demande de transfert, faites-la aujourd'hui s'il vous plaît, que ce soit fait avant les délais. Je vais jouer avec les Blue Stars cette saison. Donc ça, c'est 2022, c'est l'année des World Games. Et ouais, je me suis à partir de ce moment-là vraiment plus investi pour le mixte, pour développer le mixte, parce que je savais que c'est là que euh, les filles allaient se développer le plus et les deux du coup que j'ai cité, Naïssa et Juliette, pouvaient aller en équipe de France et je voulais les aider à avoir la meilleure équipe pour qu'elles puissent se développer. Et donc première saison, euh, qualification en finale D1 et deuxième saison du coup 2023 où j'amène mon copain Requin et champion de France au bout de mon corps. J'ai donné tout mon corps juste pour offrir ce titre à ces personnes qui aiment le flag malgré le fait que ça faisait des années qu'ils n'étaient pas respectés à Marseille et qui n'avaient pas les moyens qu'ils méritaient. Après, il y avait aussi quand même beaucoup de jeunes personnes qui ne connaissaient pas l'histoire du flag à Marseille. Mais effectivement, moi, je m'en souviens de cette finale en 2023. Vous n'étiez pas forcément attendu, même si quarterback de l'équipe de France, Anthony Riquin, toi, Scott, étais là. Mais le reste de l'équipe, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'auraient pas été titulaires dans beaucoup d'équipes et qui pourtant ont vraiment été très solides sur tout le week-end. Moi, je me souviens surtout que à la fin, quand vous avez gagné, ça a été un des moments où je t'ai vu le plus émotif de toutes les années où on se connaît. Donc, je voulais savoir à quel point cette victoire que vous avez fait en 2023, comment tu l'as vécue et surtout comment tu la places par rapport à tous les autres titres que tu as gagnés. Après, ouais, c'est ça en fait, c'est compliqué parce que 2023, je l'ai eu vraiment à la sueur de mon front et j'ai donné vraiment tout mon corps. Je suis ressorti avec un ischio abîmé, ma côte que j'avais ouverte, ma déchirure aux côtes que j'avais ouverte en février, que j'ai réouverte pendant la demi-finale. Ouais, je suis vraiment allé au bout. Du coup, c'était un soulagement de pouvoir soulever le trophée que j'avais jamais gagné, du coup, celui-là, le mixte, et que j'avais échoué tellement de fois à cause d'Anthony, euh, juste aux portes de ce trophée-là. Donc ouais, c'était vraiment un soulagement. Et après, en fait,
je vais dire que 2019 était un peu sans saveur puisqu'il y avait pas tous les copains autour à cause de cette, finale, 2e partie où on n'était que 4 équipes. En Coupe de France, Ouais, en Coupe de en France. mixte. Ouais. Ce titre-là, il était un peu sans saveur, on va dire, et puis on était 7, on était sur 7, on était 6 de l'équipe de France, on jouait à 6 sur le terrain, on était enfin imbattables, cette année-là. Ouais, 2023, il était vraiment spécial. En plus, enfin franchement, c'est bête, hein, mais j'avais mon téléphone sur le côté et quand je suis sorti, j'ai vu en même temps qu'on avait gagné, que les Salamandres avaient gagné la D2, alors que la veille, je les avais au téléphone, ils me disaient: «Ouais, on a tout perdu hier». Tu vois, c'est vraiment voilà, tout Ah, qui c'est suit une des plus belles journées de ta vie, là. et c'est ça, en fait, c'est moi, je gagne avec mon nouveau club. Mon ancien club gagne avec mes petits parce que j'ai coaché aux Salamandres et du coup, c'est les petits que j'ai coachés avec mes coachs, donc chinois et tout ça, qui ont joué. Ouais, c'était un super Et est-ce moment. que tu penses que quand tu gagnes, parce que c'est la première fois que tu gagnais le championnat mixte, qui pendant très longtemps était le plus coté. Après la Coupe de France, qui est passée non mixte, c'est devenu quelque chose aussi qui est vraiment qui fait plaisir à gagner. Mais est-ce que tu as pensé à toutes ces années aux Salamandres où vous pensiez pouvoir aller jusqu'au bout et qu'au final non, et que là cette fois-ci c'était bon, Ouais, bah, c'est ça. c'était le palmarès? Ouais, c'était plus pour, ouais, pour me dire: «Je l'ai fait, ça y est, je peux être tranquille maintenant cette partie de saison-là, j'ai réussi, ce que j'avais jamais réussi avant, quoi». Et alors moi je me souviens de l'interview d'Anthony Riquin à la fin de la finale et il a dit ces quelques mots que je déforme un peu parce que je ne me souviens pas exactement de comment il l'a dit, mais il a dit: «Ouais, et il y en a beaucoup que ça va déranger et qui vont pas être contents, mais Scott, c'est le meilleur joueur de France». Alors si tu veux, ils sont dans mon téléphone et il l'a dit 2 fois, en Et beh, 2023 je quoi. et en 2024. Est-ce que tu te souviens ce qu'il a dit exactement là? En 2023, il dit juste, gentiment que d'avoir Scott Harrison dans son équipe, le meilleur joueur, c'est un cadeau. Et en 2024, c'est là où il fait une déclaration d'amour, où il dit que: «Je vais encore être détesté, mais je suis le meilleur joueur de France, point à la ligne». Et il le dit comme ça et après il s'en va. En plus, venant de lui, tout depuis toutes ces années et tout ça depuis toutes les années où je le côtoie et où je l'embête, pour moi, c'est le meilleur et de toute façon, c'est le plus gros palmarès. J'avais dit qu'avant de quitter les Sphinx, je lui offrirais tous les titres que je pouvais et du coup, on y reviendra plus tard si tu veux et cette année, c'était vraiment encore, 2023-2024, c'était vraiment tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que je pouvais pour continuer à écrire sa légende parce que même si il l'a fait tout seul et avec, tous les Palois, pour moi, ça restera le plus grand joueur avec qui j'ai joué. Et du coup, Anthony Riquin qui dit: «Scott Harrison, c'est le meilleur joueur de France, point à la ligne». Je voulais te poser la question, est-ce que tu es le meilleur joueur de France? Est-ce que je l'ai dit ou pas? Ouais, mais on est là pour dire les choses qu'on pense. Pourquoi Après, il y a de d'autres France? personnes qui peuvent penser des choses différentes, c'est tout. Pourquoi s'arrêter à la France? Moi, je veux plus que ça. Est-ce que tu es le meilleur joueur de France? Moi, je veux entendre que je suis le meilleur joueur d'Europe. Je me suis fait voler un titre en 2019, je le veux maintenant. Et du coup, non, mais ça me fait rire de poser cette question parce que je sais que, tu as beaucoup d'ego et en même temps, tu fais bien d'en avoir parce que tu es un joueur énorme. Et c'était une question aussi que je voulais te poser. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'ego pour devenir le meilleur? Franchement, quand on voit Tanguy, je pense que Tanguy Lominet? ouais, je pense qu'il en faut pour une fois que tu es en haut, ne pas te laisser bouger. Mais après, c'est pas en fait, c'est pas indispensable parce que l'ego, ça cache juste d'autres choses. Et c'est en fait l'ego, après, ça peut être juste une forme de confiance en soi qui est mal perçue ou mal exprimée plutôt. Moi, je sais très bien que je m'exprime très mal et du coup, c'est souvent perçu comme de l'ego. Alors qu'au fond, tu sais que je suis humble. C'est juste que comme je veux aller toujours au plus grand, je m'arrête pas à juste un accomplissement ou juste la première étape. Je veux toujours aller au bout et c'est vrai que des fois, ça peut passer pour, un peu prétentieux. Et alors, donc là, on s'arrête, en 2023. Donc là, on est en 2024-2025, la saison. Qu'est-ce qui se passe, pour Scott Harrison sur la saison, 2024-2025? Ah, il va sortir quand l'épisode là? Il va sortir, on peut décider ensemble, hein.
Mais j'espère d'ici 2 semaines max. Si tu veux, on peut dire que je le sors là le lendemain. Ah non, le lendemain, je fais pas de. Ah, tu veux un leak pour ton premier épisode, tu veux un gros titre. Bah, les gens le sauront assez vite. Ouais, beaucoup des gens le savent déjà avec du coup avec le championnat du monde des clubs, j'en ai parlé. Disons, qu'il faut qu'ils restent connectés et ils le sauront vite. Attends, si tu veux, je peux te faire un leak, un très beau leak. Un très beau leak, faisons un leak. Je te le fais en vidéo. Tu me dis si t'as besoin que je le commente. Ah, on voit mal, hein, mais ah oui, on voit bien là. Bah, écoute, je sais pas si les gens vont comprendre, mais c'est une belle image. C'est une belle image de gens qui jouent pour des équipes avec qui ils vont pas jouer en coupe de France. Et du coup, donc juste pour finir toute la partie, histoire personnelle et de ton développement au flag, il y a une chose qu'on n'a pas parlé ensemble, c'est les qualifications, Ah, qui rythment aussi un peu ton parcours d'athlète de flag depuis quelques années maintenant. Voilà, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu. Quand est-ce que tu les as rejoints? Pourquoi tu les as rejoints? Pourquoi tu es resté? Et qu'est-ce que tu vois avec cette équipe-là, dans le futur? et depuis 2018, c'était à l'époque Jérémy Pau, donc Mini, qui était venu faire un tournoi avec nous, les Salamandres, pour un peu m'inviter, voir si j'étais à la hauteur. J'avais l'impression que c'était un petit test qu'il était venu faire. Il était venu jouer QB pour nous au Crazy Ball. Et il m'avait invité au Big Ball, donc qui est le plus gros tournoi d'Europe. Malheureusement, le Big Ball tombe toujours en même temps que les finales du coup de conférence à l'époque, parce que j'ai jamais croisé un Kalikaku en finale de conférence avec son club. Donc je rejoins finalement qu'au Pink Ball, donc en octobre 2018, les Kalikaku, où on fait un super tournoi. Moi, je découvre, je crois, je crois que c'est la première fois. C'est la première fois que je fais un tournoi en Europe où on joue contre des Américains, et on a joué contre quoi, des Hollandais, ouais, de tout. On joue tous les En gros, pays, tous les meilleurs clubs de tous les pays, sont là, hein. C'est c'est ça, abusé. ouais. Ping ball, il y a les Anglais aussi. On a joué contre les Anglais qui étaient pour la plupart en équipe nationale à l'époque. Je crois que c'était C'était l'équipe. l'équipe des Button Hookers avec, Vince Mackey. Il y avait T'avais les tu cette équipe-là, t'avais aussi les Silver Lions qui étaient les déjà Silver peut-être, Lions aussi venus. qu'on avait Donc joué tu au les point. Anglais qui venaient avec leurs grosses équipes, t'avais les Danois qui venaient avec leurs grosses équipes, Les Mass Flag aussi, ceux qui gagnent à la fin. les Américains qui viennent avec des All-Stars, dont la moitié, enfin sont plusieurs gars en équipe nationale. Ouais, ouais. Et du coup, ça, c'était ma première expérience en Europe. Donc, c'était 2018. Et en fait, c'est un peu les Kalikaku qui m'ont fait garder le contact avec le flag. Parce qu'après, en 2019, je devais faire le Big Ball, mais j'avais pareil un wildcard en élite. Donc, j'ai toujours fait le choix du club parce que tu te bats toute l'année pour ton club. Et donc, pour moi, tu peux pas être absent, surtout sur une journée de playoff. Tu peux pas être absent pour un tournoi entre guillemets loisir. Aujourd'hui, mon fusil d'épaule change un petit peu, mais sinon, ouais, c'est toujours un peu le truc. Et après, en fait, ça a été que des moments de rigolade avec franchement, une bonne partie des meilleurs joueurs de France au flag. Des mecs qui, dans chacun de leurs clubs, sont titulaires, qui sont impactants. Et au final, ces mecs-là se rejoignent sur un week-end juste pour rigoler. On va dire que rigoler, faire la fête, gagner le samedi soir et essayer de faire du mieux possible le dimanche. Mais ça contre les meilleures équipes d'Europe à chaque fois. Et là, moi, mon tournoi le plus marquant, j'hésite entre le Big Ball et le Capital Ball première édition. C'est pas la même chose, je pense, parce que Capital Ball, on était à la maison, il y avait peut-être un peu moins d'étrangers, alors que le Big Ball, t'arrives, les gens, ils te considèrent pas trop. On n'est pas un club, on n'est pas connu. Et tu vois, moi, ce qui me fait extrêmement plaisir à travers les Kalikaku, tu dis que c'est les joueurs qui font partie des meilleurs joueurs de France. C'est que des gars, quand on a créé les Kalikaku il y a quelques années, on était des nobody. Il y avait personne qui nous connaissait, et même en France, on était encore un peu jeune. Et petit à petit, au final, tu as eu Mini en équipe de France. Tu as eu les deux Corentin en équipe de France. Et on se rend compte qu'au final, tu as beaucoup de ces gens des Kalikaku qui ont fini en équipe de France. Et je suis persuadé, et je le dis ici, c'est dû au fait qu'on est parti pour les premiers en France sur ces gros tournois internationaux et que ça nous a totalement formé aussi à ce niveau-là d'exigence.
de flag, de vitesse, qui ont fait qu'au final, les athlètes qui étaient déjà des super gars, ils ont fini en équipe de France. Ouais, je suis assez d'accord, hein, parce que quand tu regardes les mecs des outsiders comme Fanfan, Fortes, François Brémond et Stéphane Fortes, qui sont déjà des super joueurs en France. Ils sont partis à l'étranger aussi faire comme nous et après ou plus ou moins dans le même timing, sont finalement retenus en équipe de France. Pour moi, c'est les Kalikaku, je sais pas comment dire ça, mais en fait, c'est ceux qui ont construit, un peu le calendrier qu'on devrait tous avoir en France en tant qu'équipe française. C'est quoi le calendrier? C'est de pas rester enfermé dans notre championnat, heu, surtout pour les mecs, de pas rester enfermé dans notre championnat sur la partie janvier, juin. C'est d'aller essayer de taper tous les Italiens, d'aller taper tous les Allemands qui sont eux, qui viennent à chaque fois dominer surtout les Allemands qui viennent dominer les tournois, finir toujours dans les top 5 pour pas attendre finalement que ceux qui peuvent aller en équipe de France l'été pour aller jouer ces mecs-là, qui jouent un autre style de flag, qui jouent, avec des physiques différents. Nous, en France, on a un jeu assez stéréotypé. Il y a certaines équipes qui sortent du lot, mais au final, on joue toujours contre les mêmes styles de flag, contre les mêmes personnes surtout, parce qu'au bout de c'est quoi du coup maintenant ça fait 13 ans. Ouais, ça fait 13 saisons que je joue. Je connais des mecs, depuis autant de temps et je joue toujours contre ces mêmes personnes. Alors que là, tu vas jouer contre le nouveau, la nouvelle pépite de cette équipe-là. Comme nous, quand on ramène un mec comme Tanguy, sur un tournoi. En France, il était déjà connu parce qu'il avait déjà fait une saison et demie. En Europe, ils savaient pas qui c'était. Maintenant, ils savent tous. D'autant plus avec le championnat du monde de l'été dernier, Ça, qui a bien préparé lui. c'est plus ça. Ça, c'est cerise. Et t'en parlais justement là t'avais 2 tournois qui étaient marquants pour toi avec les Kalikaku. Il y avait le Big Ball et le Capital Ball. Je pense que tu parles de ceux de 2023-2024. Ouais, le dernier Big Ball en date et le Capital Ball 2023 du coup, ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué sur ces tournois-là? Beh, le Capital Ball, c'était, d'être chez nous, d'avoir un super événement, organisé par les Jugs, où tout a roulé, super bien et surtout à la fin, on gagne le chèque et moi, c'est ce C'est qui m'int la première fois qu'on gagnait de l'argent en faisant du flag. ah moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de gagner à la fin. S'amuser, c'est super, être avec les copains, c'est encore mieux, mais si tu gagnes pas, il y a toujours un goût de pas fini et du coup, le big ball, c'est ça qui manque un petit peu et donc c'est 2024, heu, où le big ball, il est incroyable. On élimine, les Danois, on fait des overtime, en plus, on voit les filles qui jouent en même temps avec l'équipe de France et les Red Lips qui se battent. Tournoi de fou pour les Français où on finit, chez les filles, 1er, 2e et chez les mecs, 2e. T'as oublié de préciser qu'en plus on bat tes amis et nos petits frères, en demi-finale, les Sphinx de Pau. C'est ça qui est Ça fait encore toujours mieux, je pense. plaisir. Tu vois, c'est ça qui est encore mieux. C'est que sans moi, ils gagnent pas du coup. C'est encore mieux de pouvoir le dire. Ouais, j'ai plus trop le droit de le dire avec ce qui s'est passé en Espagne et leur performance incroyable et pour me rattraper, je dirais qu'il y avait, Fanfan et Tanguy qui les ont bien aidés, hein. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des gros athlètes qui arrivent comme ça sur les tournois internationaux pour venir aider les équipes. Ouais, mais Alors effectivement, donc on perd en finale contre l'équipe nationale d'Israël, d'un point. sur une transformation à 2 points à la fin du match qu'on tente pour gagner et que du coup, on ne met pas. Donc ça, ouais, ça arrive sûr qu'il y a un petit goût de non fini, surtout quand on sait à quel point c'est difficile d'arriver en finale du big ball. Et surtout que, ouais, c'est quoi, 9 mois avant? Ouais, 9 mois avant, on fait la même chose, on perd sur une transfo à 2 points contre, Israël, avec l'équipe de France en quart de finale du championnat d'Europe. Sur une transfo à 2 points, sur un jeu plus ou moins similaire de leur défense, où ils ouvrent une zone pour au final la refermer, ils ouvrent une zone, vraiment début de jeu pour que le QB, lance vite et ça a marché sur les 2 fois. Le QB a lancé là où ils ont voulu, ils ont refermé leur zone et ils typent la balle et ils gagnent le match et c'est pour ça qu'ils sont redoutables pour ça et insupportables aussi. Bah, ça me fait plaisir que tu parles de l'équipe de France, parce que là, on porte tous les 2 notre petit pull de l'équipe de France. Bon, avec un casque, de foot américain, mais c'est la fédération de football américain. Je voulais parler de ça avec toi. Tu es capitaine de l'équipe de France depuis 2-3 saisons maintenant.
Tu nous as dit que ça t'avait amené les meilleures années, les meilleures expériences de flag que tu as vécues. Comment tu es arrivé déjà en équipe de France? Donc, c'était avec les Sphinx quand ils ont recréé. Donc, tu as commencé du coup en 2018, c'est ça? Quand c'était le championnat d'Europe en Israël? 2019, les sélections en juin. Donc, c'est l'époque où tout est sur des timings serrés et c'est que des passionnés, que des gens qui sont disponibles, qui prennent leur billet de train, d'avion au dernier moment parce que la Fédé recommençait à suivre le flag, on va dire, à ce niveau. Ouais, je me rappelle, moi, le truc le plus marquant, je crois que les sélections, c'est juillet, juillet à Montpellier. Et il y a un mec sorti de nulle part euh, qui est censé partir en vacances à Miami au moment des dates du championnat. Et au final, il est sélectionné et il dit au coach, bah, bien sûr que je vais annuler mon voyage à Miami. Et ce mec-là, C'est qui ça? c'est Richard Mézières, qui part d'un mariage pendant les sélections pour venir que le dimanche, qui joue super bien, qui se fait sélectionner et qui annule son voyage à Miami pour venir du coup en championnat d'Europe avec l'équipe de France. Ça, c'est Ah, pas l'exemple du début de l'équipe de France. Il fallait un mec comme ça qui creuse le chemin pour dire aux autres, ça, c'est le sacrifice qu'il faut faire pour y être. Et ça, c'est que les sacrifices à l'instant T, c'est pas toute l'année. Là, c'est que le moment de la compète où j'annule mes vacances pour vous. Et là, tu te dis, OK, là, on parle. Là, c'est le niveau qui commence. Il y a des gens qui t'ont marqué sur ces si je compte bien, 5 ans en équipe de France? Après, il y a marqué par juste leur passage, comme là, Richard, dans l'investissement. Il est revenu quand même plusieurs fois. Lui, c'était surtout dans l'investissement, dans tout ce qu'il donnait à l'équipe, l'énergie hors du terrain, puisque du coup, il était la plupart du temps mon remplaçant en attaque. Et en attaque, genre pas beaucoup, il me semble, sur ces championnats-là. Après, ouais, il y a des mecs comme Mac John qui prennent soin donc Mathieu Der, qui prennent soin de toute l'équipe. Et même encore là, jusqu'à la veille de la compétition au championnat du monde où il est avec l'équipe au stage, même s'il est réserviste et qui pousse les nouveaux, qui les accompagne malgré la frustration qu'il a de pas être sélectionné. Après c'est les anciens, c'est Adrien Darmanin, Antoine Darmanin qui sont des super joueurs. Adrien qui est toujours en place, capitaine depuis 2019. Lui, il a pas bougé. C'est le seul qui a pas bougé dans les capitaines. Lui, il est indiscutable depuis toutes ces années. On lui prendra peut-être sa place bientôt s'il devient trop vieux, mais pour l'instant, pas bougeable. Et aussi, il prend soin de lui, il veut rester au meilleur niveau. Ouais, il veut profiter un maximum, il veut essayer de grappiller, je pense, le plus d'années possible pour aller au JO. Il est de 92, donc il est pas si vieux. C'est pas impossible. S'il reste aussi fort qu'il l'a été là encore en novembre, où il a fini MVP de la finale championnat du monde des clubs, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Bah, il est toujours aussi athlétique et puis il a aussi maintenant un sorte de QI flag qui est extrêmement développé, des années au meilleur niveau. Puis c'est l'un des seuls joueurs aussi qui peut jouer attaque et défense avec la même intensité, le même niveau, qui a pas beaucoup besoin de sortir. Moi, je l'ai Il n'a vu pas faire eu des... beaucoup de blessures non plus, contrairement à certains. Non, pas beaucoup. C'est des petites Et donc blessures. là, Il avait eu une cheville une fois, mais il est revenu quand il fallait. Et grâce à notre kiné vaudou Manu, en 2019, il était en fauteuil roulant le vendredi et le dimanche, il jouait pour les demi-finales et la troisième place. c'est quoi la campagne qui t'a le plus marqué? Là, tu vois, il 2019? y a aucune réflexion. C'est 2019, c'est un tournoi Sphinx Kalikaku mélangé. On part en championnat d'Europe et on va taper tout le monde et on finit troisième alors que au bout du deuxième jour, on pensait qu'on allait sortir. En fait, c'est D'ailleurs, c'est la dernière médaille de l'équipe de France en en date, ce ouais. là. Ouais. C'est Et fou de pourtant, se en dire. 2022, tu vis quand même quelque chose d'exceptionnel en partant aux États-Unis sur les World Games. Ouais, les World Games, grosse expérience sportive. C'était grandiose. C'était dans le pays du coup de ce sport avec les infrastructures. Ouais, On dit dans le village des athlètes, il y avait dans il y une avait les team boissons américaine, illimitées en sortant de la chambre. les Powerade illimités dans les frigos, ça c'était vraiment le feu. Ah ouais, ça, c'est une expérience, tu vois, à vivre. J'ai la chance de l'avoir vécu. Un point de vue résultat et sportif, c'était vraiment pas la meilleure. Et ça n'enlève en rien les étoiles que j'ai dans les yeux quand je repense à tout ce que j'ai vu là-bas et tout ce que j'ai fait.
Mais ouais, si je devais en enlever une, j'hésite entre 2023 et 2022. Donc World Games ou Championnat d'Europe 2023 en termes de performance. Et d'ailleurs, 2023, donc c'est à ce moment-là que tu es pour la première fois capitaine. 2022 capitaine aux World Games. 2022, Ouais, capitaine au World Games, c'est la première fois que tu es capitaine. Comment c'est ça ça. s'est passé cette sélection en tant que capitaine? C'est un choix des coachs, c'est un choix des joueurs? Comment ça se passe au sein de l'équipe? À cette époque-là, c'est choix des coachs parce que en fait, je suis vraiment un choix par dépit, hein. C'est aussi simple que ça. C'est Mac John, ancien capitaine, réserviste, finalement rappelé. Et le coach se voit mal mettre en capitaine un joueur qui est pas titulaire. Et en fait, tu regardes le line-up et bah, il y a que moi. C'était Camille ou moi. Et en fait, Camille était C'est même vrai qu'il pas y avait beaucoup de rookies. Il y avait Wadji, c'était sa première sélection. Il y avait Larose, première sélection. ouais, Il y avait, je sais pas s'il François, était là, Fortes, Fortes, ouais, première sélection. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nouveaux. c'est Pas, ça. c'est pas des nouveaux dans le milieu, mais c'était des nouveaux en équipe de France. Et du coup, les seuls anciens, c'était Damien, Camille et moi. Donc, Damien Sabatino, Camille Thoiry, les deux QB où on n'avait pas de QB1. Et en fait, les deux étaient deux armes égales. Et au final, le seul qui était sûr sur le terrain, c'était moi. Et donc, here I am. Et du coup, Et j'ai pourtant, dans l'équipe, tu faisais pas à l'unanimité d'un point de vue personnel, de par ton caractère qui prend de la place sur le terrain. sur cette année-là, d'un point de vue, je vais dire au début de l'aventure, on a du mal à se trouver. Autant sur le terrain, il y a plus aucun doute. Après, c'est mon point de vue. Heu, moi, je sais que pendant les sélections, j'ai pas été tendre avec tous les nouveaux parce que, pour moi, quand on arrive dans un groupe, on n'essaie pas d'imposer, ce qu'on est, même si je sais très bien que ça peut être une façon de faire. Moi, quand j'arrive dans un groupe, je me fais petit, je découvre, je vois où est ma place, je trouve ma place et je la prends. Je m'impose par la bonne manière, donc sur le terrain et par les résultats. Après, tout ça, c'est passé il y a longtemps, de l'eau a coulé sous les ponts. La preuve, la plupart de ceux qui avaient été, entre guillemets, je sais pas comment le dire, mais avec ceux avec qui je m'étais le moins bien entendu, au final, sont là et plus que jamais et super potes et ça se passe super bien et parce qu'on a trouvé, tous notre place dans ce nouveau groupe qui s'est formé et en fait, il y a eu une fracture entre 2021 et 2022 où, on a, trop de nouveaux éléments, fait que manque de repères et les résultats en pâtissent. Après, il y a pas eu les résultats escomptés. Après les résultats, vous avez fini 5e pour vous qualifier et on finit 6e World Games, donc c'est à peu près équivalent. 5e, c'était, je vais pas dire inespéré, mais c'était plutôt prévu mais de finir dans le top 8, heu, sur le championnat du monde. C'est vraiment les World Games où on déjoue, on n'a qu'une seule victoire sur tout le tournoi, contre le Danemark. On a un super match référence contre l'Italie, où là on peut tous se regarder dans les yeux et se dire, «Vous avez été grands». Mais du coup, une défaite, ça reste une défaite. On a beau avoir donné tout ce qu'on voulait, on a quand même perdu. Mais ouais, non, 2022, ça a été, pour être capitaine, franchement, j'aurais pu choisir une autre année, ça aurait peut-être été plus cool. Mais au moins, je suis rentré dans: «OK, ça peut se passer comme ça. Il faut que tu apprennes à ce que ça se passe pas comme ça». Et du coup, j'avais Adrien, capitaine vétéran, heu, qui avait un peu le rôle du bon flic et moi du mauvais. Parce que ça fait quoi être capitaine de l'équipe de France de flag? Ça dépend le coach. Ça va être vraiment aussi simple que ça ma réponse parce que sous Riquin, en capitaine attaque, franchement, à part être le relais, sur le terrain avec les arbitres et un peu avec les joueurs, vraiment très peu, pas grand-chose. Parce que Riquin est assez solitaire dans ses réflexions, même si voilà, on se connaît bien, on se sait et cetera. Et quand il était coach, il écoutait que lui-même. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Après, avec Alex, c'est beaucoup plus ouvert. Alex écoute beaucoup plus les joueurs, demande notre avis, que ce soit sur Alexandre Laruelle. ouais, avec Laruelle. Je préfère dire les noms, prénoms parce que bon, les gens ne connaissent pas Ouais, forcément. avec Alexandre Laruelle, c'est
c'est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus à l'écoute. Après, je pense que c'est le fait qu'il ait été joueur équipe de France, qu'il ait été, lui, qu'il ait joué avec, je crois que c'était Friedrich le coach, qui est quelqu'un de très intelligent, très posé et qui sait jouer ses cartes. Et du coup, Alex a appris de ça. Après, il est venu avec son côté peut-être un peu plus humain, les capitaines à sa réflexion à chaque fois, pour voir si lui, de son point de vue de coach, parce que du coup, il est plus dans le groupe techniquement, il est dans le groupe, mais il est un peu au-dessus de ce groupe. Et du coup, voir à l'intérieur du groupe comment ça se passe, ouais, d'être vraiment plus proche de ses joueurs que l'était Riquin. Même si avec Riquin, et du coup, il y avait vraiment une autre façon d'être avec les joueurs. On va dire ça comme ça. Moi, je voulais te dire, ça te fait quoi pour toi d'être capitaine de Moi, l'équipe de c'est une France? fierté. Je suis fier d'être capitaine. Quand je suis capitaine, je suis trop content parce que je suis celui qui va être mis en avant. Donc, ça flatte mon ego. Ça veut dire que je suis celui sur qui les coachs comptent aux yeux de tout le monde. C'est pas juste, ah, on le sait que tu vas faire le travail. Non, là, c'est OK, c'est toi. On se compte sur toi. C'est toi qui dois parler quand il y a ci. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, ça a été ma fierté d'être capitaine. Là, cette année, je l'ai pas été parce que j'ai fait des choix avec les coachs de jouer plus en défense. Donc, j'étais pas assez en attaque pour être le capitaine attaque comme je l'ai été les années d'avant. Mais du coup, pour moi, c'est la fierté. Et quand j'ai vu du coup Tanguy en tant que capitaine être nommé, et en tant que rookie être nommé capitaine, franchement, j'ai, tu vois, c'est pas le mien, mais j'étais fier de mon fils. J'avais ce truc où je l'ai vu, je l'ai vu les yeux qui pétillent quand il l'a annoncé. Moi, forcément, j'avais donné mon avis avant et son nom était venu. Il y a eu un choix de mettre Tanguy et Anthony pour avoir l'ancien et le nouveau, mais pas parce que Alex veut pas que le QB soit capitaine. Et comme Tanguy est très jeune, il voulait quand même qu'il y ait l'aspect un peu. Oui, il y avait 3 capitaines, l'été dernier? Ouais, il y avait Adrien Darmanin défense et du coup et Tanguy Lominé en attaque. Et est-ce que du coup, on peut dire que enfin, l'équipe de France, en quoi ça te motive à être meilleur? Parce que tu as Ouais, déjà gagné des titres, un peu partout. Qu'est-ce qui fait que tu continues à vouloir progresser? et la France, c'est au-dessus de tout. Si on te dit tu joues avec ton club ou tu joues avec la France, j'en connais peu qui choisiraient leur club. Et en fait, bah, quand tu gagnes avec la France, tu gagnes pour tous les mecs avec qui tu as joué depuis 13 ans, qui viennent arbitrer à chaque finale. Je pense à tous les gens que je revois à chaque finale contre qui j'ai joué quand j'avais 14 ans, qui me voyaient comme un petit, qui avait du potentiel et qui aujourd'hui, du coup, se disent, ah, ce mec-là, j'ai joué contre lui. Ah, je l'ai battu en plus quand il était jeune. Et là, tu vois, t'es ce mec-là qui représente toute cette fédération, tous ces gens. Moi, en fait, c'est ça qui me fait kiffer. Et moi, si je suis pas en équipe de France demain, je veux que le mec qui joue pour la France, il soit, il soit fier déjà et qu'il donne tout à chaque fois. Et alors, l'équipe de France, donc elle est revenue en 2018. En quoi tu penses que ça a une influence dans le développement du sport, au sein du pays? Mais comme je t'ai dit tout au début, c'est que quand moi j'ai commencé le flag, il y avait rien au bout. C'est bah tu vas jouer, tu vas passer un senior, tu vas faire un championnat de France, et peut-être tu seras champion de France, mais tu auras beau être le meilleur joueur, en fait, ça s'arrête là. Alors que là, du coup, si tu es le meilleur joueur de France, bah tu vas jouer avec l'équipe de France, puis tu vas jouer contre les autres nations, et du coup, tu pourras peut-être être le meilleur joueur d'Europe. Tu seras peut-être même le champion d'Europe avec tes copains, avec ta nation, avec tes compatriotes. Et moi, c'est ça. Et après, j'ai toujours c'est pas un complexe, mais un petit peu, où je veux frapper les Américains. J'ai un problème avec eux. Ils D'accord. sont, tu vois, c'est ça, ils ont inventé ce sport. Ça s'appelle le foot américain et c'est devenu du coup le flag. Mais moi, je veux que ce soit la France en haut, en fait. Je veux aller frapper tous ceux qui se croient meilleurs que nous. Et tu penses que, le niveau de l'équipe de France, du coup, depuis 2018, il a assez progressé pour pouvoir taper ces équipes-là? Franchement, la meilleure équipe la meilleure équipe de France avec laquelle j'ai joué, c'est 2024. Chaque année, que ce soit d'une manière athlétique ou dans le jeu lui-même, l'équipe est toujours meilleure que l'année d'avant. Et ça, c'est dû à quoi, tu penses? Le fait que le flag soit de plus en plus pris au sérieux dans les gros clubs, moi je pense toujours à ces clubs-là, Molos, Flash, Blue Stars,
qui sont les meilleurs clubs, on va dire en foot et en termes d'affluence. Il y a un moment où, bah, du coup, je t'ai dit mollo, respectait plus le flag. Le flash, après c'est toujours, délicat, mais respectait pas trop le flag non plus et avait pas d'équipe, jusqu'en 2019, je crois, heu, comme les Blue Stars au final, alors que c'est les 2 plus gros clubs de France. Pas je dis ne respectait pas, ou alors il y avait juste personne, mais j'y crois pas, parce que j'y crois pas. Il y avait toujours un mec qui a beaucoup mangé au flag. Là, je pense, à Lionel qui était au flash, et il y avait pas de section flag, alors qu'il y a l'ancien sélectionneur. Enfin, je comprends pas, Lionel, qui était l'ancien sélectionneur de l'équipe de France pendant des années, dans les années 2010. c'est ça, ouais. Je crois que c'est 2007 ou 2008 jusqu'à 2015, puis revenu 2022. Ouais, dans son club, il y a pas de flag. Après, je comprends qu'on ne veuille pas et ne puisse pas s'investir, tout le temps pour le flag, parce que c'est énergivore et puis ça rapporte rien. Aujourd'hui que ça commence à rapporter, OK, là, ça va peut-être, bouger Non, puis comme tu disais, il y avait pendant longtemps le flag, quand il jouait, t'étais pas respecté, t'étais personne, quoi. Et il fallait jouer au foot américain pour être quelqu'un aux yeux de la France, de la fédération. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, et puis, si ça suit pas derrière et qu'on se discute, on se dispute vraiment juste un bout de gras, ouais, je comprends que les gens aient pas envie d'y mettre leur temps. Maintenant que ça bouge, c'est plus cool. Les gens ont envie, pour les bonnes ou les moins bonnes raisons. Mais en tout cas, le flag bouge et moi, pour moi, je le vois vraiment complètement, égoïstement. Moi, je suis content, ça bouge, mon sport se développe, je peux être de plus en plus, de plus en plus, comment dire? Heu, dans mon sport sans qu'on me dise, «Ah oui, c'est ça ton sport? Tu fais le foot américain mais pour les gens qui veulent pas se battre?» Ah ouais, non, Et c'est pas la même d'ailleurs, ça chose. me fait plaisir que tu parles de ça parce que ça me permet d'enchaîner sur la prochaine question. Donc, tu as commencé le flag en 2011, on est en 2024. Comment tu vois le développement du flag football depuis que tu as commencé? Tu en as un peu répondu, mais Beh, on est passé de, tu vois, ça part de plein de petits trucs. On est passé de 2011 où on joue moi je suis junior du coup, mais si je regarde les seniors, je joue beaucoup en régional, à un moment où on s'organise vraiment bien sur une phase nationale avec une D1, une D2, un système de montée-descente, la fin de l'auto-arbitrage, le début des formations arbitres, en fait, de cadrer une discipline. Et en ces temps-là, il y avait une équipe de France, mais c'était déjà plus une équipe de France, c'était, tu as gagné le championnat de France, OK, tu appelles 6 copains et on t'envoie tout frais payé, en Espagne. Ouais, voilà, on est passé de ça à aujourd'hui à une coupe de France, ceci qui dit, est à l'époque, ils ont gagné les titres. ouais, non, on revient à encore avant. Je crois que c'est depuis 2010 le système de tes champions, tu appelles 6 potes et tu y vas, hein. Mais ouais, avant ça, il y a eu des titres. Et puis ça n'enlève rien au fait que si cette année tu emmènes 6 Sphinx et qui appelle 6 potes, c'est l'équipe de France aussi, hein. Mais c'est pas correct de le faire comme ça. Il y a pas de coach, en fait, il y a pas de processus de développement. Là, on a la chance avec du coup Saïd Salazar et Alexandre Laruelle, Olivier Moret et Thomas Estibals, je vais tous les avoir, qui du coup travaillent tous ensemble. Donc moi, je parle que des mecs qui travaillent tous ensemble toute l'année avec un programme, avec des objectifs, avec des progressions. On n'est jamais content de ce que la Fédé fait, on sera jamais content, on est français. Moi, j'ai vu de A à la lettre auquel on est aujourd'hui. Et on peut pas se dire qu'on est toujours à A. Non, on a bien évolué, on est bien plus haut. On parle de prépa physique. On parle de prépa physique dans le flag. On n'a jamais parlé de ça avant. Moi, c'est mon métier. Et ben, je suis fier que ça avance dans ce sens-là. D'ailleurs, tu parles de la fédération, ça fait 1 ou 2 ans que tu as pris un peu de responsabilité au sein de la fédération. Tu as intégré la commission flag de la Fédération française de foot américain. Comment tu as intégré cette commission et pourquoi tu as voulu l'intégrer? C'était quoi le but? C'était 2022, je crois. Ouais, 2022 ou 2023. J'ai vu un appel à candidature dans mes mails par hasard. Et en fait, j'ai candidaté parce que je me suis dit, je vois tout le temps les gens se plaindre autour de moi. Moi, je suis toujours sur le terrain et je pense que si je me rappelle bien, c'est ce que j'ai écrit dans mon mail. Moi, j'aimerais faire le lien entre le terrain et ce qui se passe du coup en commission. Entre ce que les gens ont besoin ou ce que les gens demandent et ce que la Fédé peut décider ou peut mettre en place. Moi, je suis dans la commission compétition. Donc ça veut dire que
je touche à la Coupe de France. Donc là, le nouveau format de Coupe de France, c'est la commission, on l'a élaboré pour que les gens jouent plus. euh, et c'est une réussite pour moi déjà, que les gens jouent plus et que les finales soient plus compétitives, qu'on se déplace pas pour faire des matchs où on gagne 50-0 le samedi soir sous 3 degrés en plein décembre. Là, moi, j'ai voulu qu'on développe vers une Coupe de France encore plus compétitive que les années d'avant, mais où même les équipes moins développées jouent plus qu'une journée. Donc, c'était au minimum 2. Et ensuite, s'ils passent 2, ils ont 5 d'office. Moi, Donc, le rôle de la commission flag, enfin, en tout cas de la commission compétition, c'est de structurer les compétitions qu'il y a en France pour l'améliorer. c'est ça. En gros, c'est de vraiment développer. Après, on a les cahiers des charges, du coup, au-dessus du ministère avec le DTN qui nous guide. Et après, il y a aussi, bah, moi, en fait, j'essaye de faire surtout le lien d'en bas parce que c'est d'en bas que vient la passion, c'est d'en bas que viennent C'est les finalement. joueurs qui jouent. C'est ça, c'est très bon, les joueurs qui jouent, les arbitres qui arbitrent et les coachs qui coachent. Mais ouais, c'est ça, en fait, c'est C'est les les joueurs. présidents qui président. Ça marche pas. Si les joueurs adhèrent pas à un projet, ils vont te dire bah non. Et il y a eu des exemples, il y a eu des exemples les années précédentes où il y a des mecs qui ont essayé de créer des ligues heu, parallèles parce que Et justement, tu parlais des cahiers des charges. On a vécu ça ces dernières années un petit peu. Il y a des gens qui essayent de bidouiller avec les règles pour pouvoir jouer à droite, à gauche. Et puis malheureusement, parfois, il y a aussi des forfaits parce que certains petits clubs qui ont peut-être pas la structure doivent faire forfait parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs, ils n'ont pas assez d'arbitres. Et pourtant, c'est les gens qui ont envie de jouer. Qu'est-ce que tu en penses de ça? je suis entre les 2 parce que je viens d'un petit club qui faisait forfait des fois parce qu'on manquait d'arbitres, on manquait de moyens et cetera. En fait, pour moi, on a la chance et à la fois la malchance d'avoir dans le même sac, le mec, on va dire les molosses, 4 équipes et Tonnerre de Brest qui peine à avoir une équipe. Et en fait, c'est à la fois la beauté de ce sport, c'est qu'on est tellement peu développé que ces mecs-là vont jouer contre ces mecs-là et tu vois, tout bêtement, bah, les Sphinx, c'est un peu cette équipe qui peine à aligner 10 joueurs, mais qui, au final, avec la qualité qu'ils ont, finissent champions de France quand même. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a tellement de disparités de développement, surtout géographique, parce qu'à Paris, c'est facile, on le dit toujours. Mais à Paris, c'est pas facile d'avoir un terrain pour organiser sa journée. Alors qu'à Poitiers, c'est dur d'avoir des gens. Mais c'est facile d'avoir des terrains parce qu'il y en a de l'herbe, hein. Et en fait, voilà, non mais tu vois, c'est vraiment de jouer De avec la tout ça volonté. et de faire une unité. On est obligé OK, bah, ça, on doit un peu arrondir les bords sur ce truc-là. Et puis, bah, là, bah, en fait, on a des contraintes au-dessus. La préfecture pour avoir ce statut de haut niveau, pour avoir, enfin, pas la préfecture, le ministère pour avoir ce statut de haut niveau et, heu, et ses subventions, et cetera. Bah, ils nous demandent ça. Bah, désolé, on va devoir taper sur vous. Et en fait, c'est ça qui peut être frustrant quand tu es un petit club et qui peut te faire te sentir pas écouté, ce qui est vrai, tu pas écouté, parce qu'en fait, on peut pas aller vers toi trop. Mais après, il y a toujours une partie qui est plutôt régionale. Il y a toujours un moyen de faire. Il y a des tournois qui sont proposés toute la saison. Bah, le temps que tu arrives à te mettre aux conformités pour jouer dans un championnat, c'est normal de passer par des étapes avant. Je connais pas un club qui arrive, de soccer ou de hand ou je sais pas, de basket, qui arrive et qui dit: «Bon, nous, on n'a pas de ballon, on n'a pas de maillot, mais on aime bien ton sport, vas-y, on veut jouer». Bah non, en fait, si tu pas de coach, il faut être diplômé, il faut faire des arbitres. On part tous de zéro, on part tous de quelque part, il faut développer. On peut pas jouer à J1, on va pas jouer. Non, tu vas d'abord te développer. Oui, ça peut être, dur, mais il y a des étapes avant et il y a le loisir et le loisir, il sert aussi à ça. Ouais. C'est structurer le club en fait pour le pérenniser. C'est ça, en fait, voilà, c'est structurer un club et c'est aussi nous, enfin, pas je dis nous, mais j'en fais pas du tout partie, mais la fédé, c'est ce qui est mal compris, c'est que du coup, elle elle doit répondre à des obligations elle aussi au-dessus et en fait, il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous et il faut toujours répondre à celui d'au-dessus pour qu'il veuille bien nous laisser jouer et du coup, bah, le bout de la chaîne, c'est toujours celui qui. Du coup, donc toi qui fais partie de cette commission qui cherche à développer le flag en France et à l'améliorer, en tout cas la partie compétition, je vais te demander un avis très personnel
Pour toi, c'est quoi le futur du flag en France? À quel niveau compétition ou De manière générale? bah, c'est trop vaste comme question, mets-moi des aiguilles. Aiguille. Bah, il y a la partie, compétition, niveau de jeu et il y a aussi la partie développement du sport en tant que tel au sein du pays. Bah, là, on a la chance, heu, d'avoir la NFL qui se met en U12. Donc bon, U12, c'est gentil, ça ira pas en 2028, aux JO. Si on arrive à s'inscrire, sur le long terme, comme le fait l'IFAF un peu, 2032 et cetera et ils essaient de pousser pour que le flag soit aux JO. En fait, ça vient de là. Ça vient de la partie jeune. On a beau, nous, moi j'ai quel âge? 27 ans, 28 ans et j'ai beau avoir, toutes les compétitions que je veux là maintenant, si je m'occupe pas des jeunes, bah, en fait, moi dans 10 ans le flag, c'est fini et du coup, c'est-à-dire que dans 10 ans, j'aurais juste consommé et c'est fini. Il y a pas de génération qui suit. En fait, c'est juste ça, c'est pour moi le futur de toute façon, c'est comme tout, c'est les jeunes. On doit en faire le plus possible. Les Blue Stars, c'est vraiment l'un des meilleurs exemples pour ça. Dans le foot américain, ils ont toutes les sections et bah, chaque année, en fait, il y a une équipe qui est présente dans chaque section et puis à chaque année, une équipe performe dans chaque section aussi. Que ce soit l'élite, que ce soit les U20, même si c'est pas toujours tout beau, tout rose tous les ans, c'est normal, il y a des crues, c'est comme le vin et il faut avoir chaque fois une équipe qui va prendre la relève et donc ça passe par les catégories d'âge pour moi. Tu penses que là, on est bien parti? S'il y a une structure, qui se met en place autour de ça? Justement, faut faire attention. En fait, moi, ce qui me fait plus peur, c'est que en 2028 va être annoncé les sports 2032. En 2028, enfin, si les JO sont pas renouvelés et qu'on est toujours sur ce qu'on est là maintenant au niveau du flag jeune, bah, on va juste retomber sur ce qu'on était avant. Parce que, ouais, NFL U12, mais le championnat de France U15, U17, il n'existe même pas, je crois. En fait, c'est ça. Moi, à l'époque, on devait obligatoirement présenter des plateaux jeunes. J'emmenais 5 mecs faire des plateaux en Normandie. Là, franchement, ouais, en foot américain, bah, en fait, à Marseille, je suis vraiment pas bien parce que je suis à l'endroit où il y a tout. Ouais, franchement, je suis pas sûr que dans toute la France, il y ait une équipe de jeunes dans chaque club. Bah, quand on voit l'état du casque, je crois qu'ils ont appelé ça casque saphir, qui est le tournoi U19, qui est censé représenter le plus haut niveau, de cette catégorie d'âge et le nombre de clubs qu'il y a cette année d'inscrits, il est quand même vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on a vécu nous dans les années jeunes, où on avait des compétitions sur toute, la France, 40 équipes jeunes, c'est incroyable. C'est vrai que ça fait poser des questions, j'ai pas envie de m'immiscer dedans, Bah, le foot mais américain, déjà, s'essouffle. Je sais pas si c'est par les résultats de l'équipe de France ou le fait que le flag monte et pour moi, le flag est pas en train de manger, le foot parce qu'il prend quelques joueurs. Heu, bon, c'est pas le sujet, le foot américain ici, mais c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que d'un côté, on a de moins en moins peut-être d'équipes et de joueurs et de l'autre côté, on n'a jamais eu autant de joueurs français qui jouent au plus haut niveau dans le monde. ouais, tu vois, c'est comme, c'est comme je parlais plus tôt, on a des joueurs vraiment de fou. Moi, je suis pas trop le foot américain parce que ça m'intéresse pas des masses, mais du coup, j'ai mes potes, et les mecs de l'équipe de France avec moi qui jouent en ELF. À Marseille, tous les ans, c'est de mieux en mieux. Bon, le Flash, c'est toujours, le Flash. Black Panther, c'est toujours une super structure qui est apparemment pérenne. Après, en dessous, en fait, on doit avoir un super 10 de joueurs très bons. Après, on a un énorme gap et après, on a la D2. Enfin, même pas, on a l'autre partie de la D1 et du coup, ça, c'est tout le reste de la France Bon, et écoute, on c'est ouais, on parlera pas on en parlera pas plus ici. On va rester sur le flag. Mais, du coup, je t'ai demandé c'était quoi le futur. Maintenant, je vais te demander, c'est qui le futur? le futur. Alors, je vais être pessimiste et après, je vais être optimiste. Le pessimiste, il va te dire que le futur, il n'existe pas encore parce que n'est pas né celui qui remplacera Anthony Rica, Damien Sabatino et mon espoir, c'était Camille Thoiry, qui est né qui est un 97, qui est tout jeune encore comme moi, heu, qui n'est plus QB de métier. C'était lui pour moi le futur, c'était Camille. Damien est pas beaucoup plus vieux, je crois qu'il a 30, ouais 30 ans, mais du coup, ouais, on parle quand même de mecs qui sont,
plus proche de la fin que du début. Et là, quand je vois les QB jeunes, il y en a pas. Et pour moi, sans un grand QB, t'as pas de grande équipe. Et donc déjà, je vais être très pessimiste sur le fait qu'on n'a pas de QB en France qui va prendre la relève après. Je connais les petits jeunes qui jouent la Coupe de France, qui ont un potentiel, mais qui malheureusement sont pas hyper accompagnés. Après, je dis pas que Rika, Damien et Camille étaient hyper accompagnés aussi. En gros, on n'a pas à ce poste clé qui pour moi est le plus compliqué, qui pour moi est celui qui a besoin de plus de travailler. Quand j'ai vu Clément Schaeffer s'entraîner les années junior foot US où il s'entraînait des fois le midi comme s'il était sportif de haut niveau, mais je crois qu'il l'était même à l'époque avec le junior foot américain en EDF. En fait, c'est ça. Tout à l'heure, je t'ai dit, le futur, c'est les jeunes. Donc le futur, c'est qui? C'est un jeune, forcément. Ou c'est des jeunes. Du coup, le pessimiste, il voit pas de QB. Mais après, l'optimiste, il a vu Julien Teuscher jouer, il a vu Julien Teuscher performer avec l'Europe, en Europe. Il a vu Tanguy Lominé, il a vu froisser des gens qui même eux sont venus le féliciter après. Voilà. Ils sont là les nouveaux. Après, dans les mecs aussi jeunes, il y a Hugo Tekedam, il y a Widmael. J'aimerais bien le voir, je l'espère, mais c'est plus un petit peu le côté cœur qui parle. C'est Dimitri euh, et Sacha Verkeigne, qui sont deux petits jeunes du Nord qui sont vraiment qui aiment le sport en fait. Ils aiment le sport, mais dans le Nord, pas facile d'être accompagné à ce niveau-là, hein. Dans le Nord, il y a une super communauté de flag, il y a beaucoup de clubs et ça, c'est un truc de fou pour le peu de population qu'il y a par rapport à une ville comme Marseille. C'est super développé, mais le haut niveau là-bas peine encore. Mais ouais, Et pourtant, ils ont une habitude de haut niveau avec des joueurs d'équipe de France perpétuellement qui viennent ouais, du mais Nord. aucun QB de métier de haut niveau. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. Là, j'ai vu des noms sur des feuilles de match. J'ai vu Méli, j'ai vu Guillot. Seb Méli, qui était un ancien QB. Moi, j'ai pas joué avec lui, j'ai pas joué contre lui-même. Mais du coup, c'est des noms que quand tu t'intéresses un petit peu aux gens, tu te rappelles. Du coup, Boomer, qui est toujours là, que j'ai vu sur des bords de terrain, contre qui j'ai pas joué non plus, mais qui a été redoutable. Je pense à un mec comme Flavien Charles, qui a beau avoir été détesté par son comportement, a été quand même un grand champion et un grand QB. Tu vois, ces mecs-là, ou là, le dernier, mais je vais le citer, mais il gueulera s'il veut, Guillaume Marignan, qui est, je pense, le plus passionné, le plus calé des coachs QB. Il a personne sous son aile actuellement. Et ouais, faut être au Havre, ça pue le pâté un peu, mais ouais, faut être au Havre pour pouvoir profiter de ses talents. Damien l'a fait. Damien, il a quand même pas mal progressé, hein. Il est plus qui il était. Après, ceux qui sont intéressés, je sais que Monsieur Marignan fait des coachings à distance. Il l'a fait avec les QB des Blue Stars l'année dernière. Je ne serai pas là pour le juger du résultat, mais en tout cas, c'est possible d'avoir son expérience à travers ça. Ah, avec Et Adrien? avec Adrien et aussi Peter OK. sur la partie foot américain. Et écoute, du coup, là, tu parlais de ça, tu parlais du fait que tu avais des gars comme Sacha euh, qui essayent, qui adorent le sport, mais qui malheureusement n'ont pas trop la structure pour jouer au plus haut niveau. Toi qui l'as vécu, notamment à travers tes années de soccer, c'est quoi la difficulté de chercher le meilleur niveau dans une vie d'un sport amateur? C'est beaucoup de moqueries, beaucoup de frustration, beaucoup de temps, où tu sais pas si un jour ça va payer. Mais au final, si t'aimes ce que tu fais, tu pousses. Et ouais, c'est ça, c'est difficile, mais à la fois, une fois que tu kiffes ton chemin, c'est vraiment cliché Instagram, tout ce que tu veux, hashtag mindset, hein. C'est vraiment ça, si tu arrives à kiffer le chemin pour arriver là où t'en es, enfin, ou là où tu veux aller surtout, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas continuer. Même si tu feras une pause de temps en temps, même si tu feras un détour, tu vas continuer à pousser. Après, c'est toujours, on s'est pas fait tout seul. Même si de l'extérieur, on peut avoir l'air d'avoir été seul longtemps, il y a eu ces petites rencontres, ces petits coups de pouce à certains moments qui font que tu pas arrêté le flag. Moi, je remercierai jamais assez et je le place maintenant. En 2021, David Daz,
et Anthony Riquin qui m'ont harcelé au téléphone pour pas que je lâche l'équipe de France. Bon, c'était les coachs à l'époque, mais c'était avant mes amis et qui m'ont harcelé pour pas que je lâche et au final, j'ai vécu toutes mes plus belles aventures après ça et en fait, c'est ça, c'est ouais, j'ai fait tout ce travail 90 du temps seul, mais les 10 avec les gens, c'est ce qui rend, tout ça, je sais pas comment le dire, mais ça vaut ce que tu tout ce que tu y as mis. Faut avoir quand même du coup un gros mental pour réussir à continuer, à aller s'entraîner, à bien manger, alors que tu es dans un monde, dans un environnement sportif qui est totalement, amateur et où juste, tes copains, ils veulent juste, se mettre une race le week-end. Ouais, carrément. Ça, c'était un bon résumé de ma vie actuellement là. Je me souviens d'un anniversaire qu'on avait fait, c'était mon anniversaire, qu'on avait fait à Gien, donc soirée, voilà. Il y avait des histoires, qu'on sortira pas ici et tu étais venu avec ton top horaire de poulet, pâtes ou riz et que tu avais mangé ça devant tout le monde quand nous on se faisait, Et les pizza. romarangeries, la raclette et on se disait: «Mais s'il est malade ce type, calmez-le». Et pourtant, c'est pas tout le temps comme ça, hein. Je m'autorisais j'ai mangé pizza ce soir, tu vois? Et c'est le 90 du temps. Tu as grandi, c'est bien, tu as grandi. Ah, mais c'est le 90 qui est important, c'est pas le 10 où tu as fait n'importe quoi, une fois, c'est pas grave. Mais tu vois, c'est aussi mon métier, du coup, d'accompagner les gens à voir aussi les choses comme ça, à devenir aussi de meilleurs humains. On va parler juste physiquement, mais déjà juste ça, d'avoir des habitudes qui font que tu es discipliné parce que tu as un cadre et si tu respectes ton cadre, en fait, tout va bien et des fois, bah, tu as le droit de sortir du cadre. Mais si ton cadre, c'est les Calicaco, c'est mort. Ouais, mais tu fais des bons week-ends, et tu gagnes des tournois. Ouais, mais au final, moi, Non, ça a je changé. veux pas juste faire ce On tournoi, va moi, je pas veux épiloguer, mais on a commencé à gagner des tournois le jour où on a intégré des gens qui sortaient moins que nous. Mais ceci dit, on avait quand même des bonnes perfs avant. J'en profite là, tu parlais de ça. Tu parlais le fait que c'est ton métier d'accompagner des gens dans le côté sportif, donc dans le coaching. Quand tu es rentré à Marseille, tu t'es mis dans une formation c'était un BPGEPS, de coach sportif. ouais, Ensuite, tu as donc eu ton premier emploi là-dedans, à la salle d'Athletics Club. dans le CrossFit d'abord. Tu as eu le CrossFit effectivement, donc tu étais coach de CrossFit et tu faisais aussi un peu à mi-temps donc avec la salle de Joanne de Brabant à l'époque, qui tu fini par être du coup, heu, copropriétaire. Ouais, Tu as racheté une partie des parts de celui qui avait monté l'affaire avec, Joanne. Je sais pas si bon allez, on se lance. Ça fonctionne très bien. Vous en avez construit une deuxième que vous avez lancée cet été. Tu as ce côté sportif de haut niveau, recherche de performance d'un côté et là on a, bah, vu que tu gagnes pas d'argent avec le flag, on a ce côté professionnel où du coup tu montes ton après-carrière avec notamment, bah, maintenant 2 centres d'entraînement. Comment ça s'est venu cette idée de se lancer un peu dans l'entrepreneuriat, de rejoindre Johan et de voilà, de se construire quelque chose à côté du flag? bah, tu vois, tout à l'heure, je parlais du 90 tout seul, du 10 de rencontres et de coups de pouce. Bah, là, on est dans le 10 complètement, parce que moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je me suis dit que j'allais être coach pour pouvoir travailler dans une salle et être à l'endroit où je vais m'entraîner et au final, c'est plus du tout ce qui se passe, aujourd'hui. Pour l'histoire, je suis aux États-Unis, je suis dans ma chambre, je viens de je viens de gagner contre le Danemark, notre seul match des World Games et il y a Johan qui m'envoie un message et qui me dit: «Rentre vite, on a une affaire à faire tourner» et à ce moment-là, on n'a pas encore discuté de quoi que ce soit et en fait, c'est à ce moment-là où il me dit: «Tu vas racheter les parts et tu vas travailler avec moi et on va être associés» et cetera avec, Sébastien du coup, qui est notre troisième associé et vraiment c'est parti de là et je vais dire que comme tout dans ma vie, je suis assez passif, et je coule, je vais avec le flow et bah, ça se passe très bien et je pense que c'est moi un peu ma passivité qui fait que, j'arrive à, garder le focus sur ce qui m'est important mentalement, donc l'entraînement et les compétitions et à côté ces mecs-là qui sont mes associés qui sont, heu, ouais, c'est ça, mais les 10 de coups de pouce de toute mon année, de ma vie récemment, qui me font que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai ouvert une deuxième salle, ça me tend beaucoup, mais ils sont là aussi pour, bah, me guider. Ils sont plus vieux, ils ont plus d'expérience, ils sont déjà eux un peu plus dans leur,
après carrière sportive, parce que ça a été du coup, c'est des mecs, quand même qui ont fait du sport à bon niveau et même pour Johan de Brabant à haut niveau, puisqu'il était en équipe de France encore il y a 2 ans ou 1 an, je crois, en foot américain. Ouais, voilà, donc tu vois, c'est vraiment ces 10 le coup de pouce et je me suis pas fait tout seul, j'ai pas décidé tout seul que j'allais faire ça. Il y a un mec, il est venu, il m'a pris par la main, il a dit: «Tu vas faire ça parce que tu vas réussir à faire ça et tu vas le faire avec moi et un jour tu me diras». Il m'a même pas dit ça, il m'a même pas dit: «Un jour tu me diras merci». Il me l'a dit que récemment, mais récemment il m'a dit: «Un jour tu me diras merci pour ce que je t'ai forcé entre guillemets à faire», parce que ma passivité fait que la personne en face de moi, si elle sait, prend la décision pour moi et si je lui fais confiance comme je lui fais confiance, donne des résultats comme ça a donné. Moi, je remercie aussi beaucoup, Johan, d'être aussi patient avec toi parce qu'effectivement, ça va pas être facile tous les jours et je suis persuadé qu'effectivement, le jour où tu t'en rendras compte un peu après ton carrière, de voir ce qu'il a fait et ce qu'il a mis en place et de quelle manière il t'a intégré dans son projet aussi à lui et que dans quelle situation tu seras du coup à ce moment-là, tu pourras que, le remercier d'avoir vu des choses pour toi avant que tu les aies vues toi-même. Ouais, bah, C'est mon avis. c'est ouais, non, mais c'est le mien aussi, hein, tu raison. Des fois, c'est juste dur avec l'ego, la fierté. Ouais, l'ego, la fierté, la passivité, l'envie de passer de mettre beaucoup d'énergie et de temps, pour que tu sois au meilleur niveau, mais sans oublier que voilà, on est amateur et qu'il faut aussi travailler à côté, hein, C'est ça, faut remplir le frigo. quand c'est pas les parents. Eh oui. Je voulais te poser maintenant une question, vu que c'est ton métier d'entraîner des gens, sportivement. Je sais que tu as certaines personnes du flag qui utilisent tes services, hein, pour, se développer physiquement et devenir des meilleurs joueurs, des meilleurs athlètes. C'est quoi l'importance des coachs sportifs dans notre monde amateur du flag football? Bah, en fait, il y a plusieurs profils. Il y a les mecs qui sont parce que je les ai en plus. Il y a les mecs qui sont très bons au flag, mais qui sont pas du tout des athlètes et il y a les athlètes qui sont pas du tout bons au flag et en fait, c'est à chaque problème sa solution. Moi, malheureusement, de loin, rendre un mec bon au flag, si c'est un athlète, ça va être compliqué. Par contre, un mec qui kiffe le flag, qui vit flag, mais qui, a besoin de passer son 40 yards dans 5-1, bah, là, je vais peut-être pouvoir l'aider un peu plus. Mais après, là, on parle juste de performance. Après, c'est plus un accompagnement, moi, que je produis. C'est pas juste un programme et tu te débrouilles. C'est vraiment un accompagnement pour essayer comme je te disais tout à l'heure, de changer un peu, de devenir le meilleur humain que tu peux être physiquement. Donc ça passe pas que par, avoir des performances, ça part par être clair dans ta tête avec ce que tu veux, avec ce que tu es et avec, comment tu vas le devenir. Je sais pas Donc si c'est clair. donc là, tu suis combien de gens, enfin, à côté de la salle? Donc la salle, ton métier, c'est une chose, mais des gens du flag football en France, tu en suis combien aujourd'hui? Depuis cette dernière année, j'aurais dit 5 ou 6, pas plus. 5, ouais, je dirais 5. 5 Donc là, donc tu leur donnes, des programmes, tu leur fais des retours vidéo, tu leur donnes aussi un peu, un régime alimentaire, un mindset, comment ça se passe? ouais, bah, en fait, ce qui est facile et c'est pour ça que je le fais, avec ces gens-là uniquement, parce que je me suis limité, c'est mes amis. C'est des gens que je côtoie, c'est des mecs avec qui je pourrais aller au resto. Voilà, il y a une connexion, il y a quelque chose. Donc on s'appelle, et on prend du temps et en fait, c'est ça, je sais pas faire les choses à moitié. Donc du coup, des fois, quand j'appelle celui que j'ai le plus au téléphone, je pense que c'est, Mathieu Der, Mac John, bah, des fois, on s'appelle et ça part sur une partie du programme pendant 20 minutes, puis au final, après, il me raconte sa vie et moi, je lui parle de la mienne pendant 40 minutes et après, on reparle du programme que j'ai écrit pendant qu'on parlait et pendant encore 20 minutes et au final, j'ai pris 2 heures alors que, en termes financiers, je le fais pas payer 2 heures. Mais c'est juste que je veux aider, et parce que c'est mes amis, je veux juste développer, ce truc-là. C'est Et s'il y vraiment a pas quelqu'un, qui est pas ton ami qui te contacte pour ça? alors ça dépend où il est, parce que je privilégie toujours le physique, de pouvoir se rencontrer et cetera. Donc si dans le sud, c'est plus cool. J'ai eu le cas, il y a pas longtemps avec les salamandres. Ils ont été approchés pour être, accompagnés, par, X préparateur physique et m'ont appelé avant en me disant, «Bah, est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu veux bien nous aider?» machin. Je dis: «Bah, écoute, si ce mec-là, ce qu'il te propose, ça te suffit pour l'instant, fais-le. Moi, si jamais
on y vient. Je t'aiderai à passer ce cap, mais en soi, c'est pas vraiment ce que je désire, m'occuper d'athlète de flag pour le moment. C'est très énergivore et ça coûte un bras, sauf qu'un athlète, je le sais, ça n'a pas d'argent. Donc du coup, on est mieux à avoir un mec à côté qui nous aide, ou alors un mec qui est un peu plus loin et qui fait du programme de masse. Donc je cite pas ça. Du coup, voilà, des mecs qui écrivent 3 lignes dans un truc avec ChatGPT et t'envoient un programme. En fait, le programme qu'il va te faire, il sera peut-être pas ultra personnalisé, mais si tu le fais et que tu t'y tiens pendant les 3, les 5, les 6 mois, ça va marcher parce qu'en fait, tu auras juste, au lieu d'aller faire n'importe quoi entraînement, tu auras juste suivi un truc qui est logique, même s'il n'était pas adapté parfaitement à toi, ou tu auras juste bougé pendant 5, 6 mois et il peut quasiment rien t'arriver. Donc, je préfère avoir un mec qui fait quelque chose contre 30 balles, 40 balles par mois et que ça fonctionne. Si après, tu vois que ça fonctionne pas, c'est un peu le principe de mon centre, du coup, de notre centre Athletics Club. Va à Basic Fit, paye tes 30 euros. Dès que tu auras vu que ça marche pas, viens nous voir. Par contre, c'est plus cher, mais nous, on va t'accompagner et on va t'amener à tes résultats. Moi, c'est un peu ça. Plus cher, mais c'est de la qualité. Et en fait, on essaye juste enfin, j'essaye, parce que j'arrête pas de dire on, mais c'est parce que je travaille pas tout seul avec mes coachs, mais on essaye du coup toujours d'arriver à un résultat le plus proche de ce que tu cherches. Mais ça passe par beaucoup de choses. Et si la personne doit se tromper avant, vaut mieux qu'elle se trompe avant que à un prix qui est le mien. Ouais, plutôt qu'elle vienne, qu'elle paye cher et qu'elle respecte pas trop vos trucs, après elle est énervée parce qu'elle pense avoir payé pour rien. Voilà. Moi, je préfère que les gens soient clairs avec ce qu'ils veulent et qu'ils aient déjà essayé. C'est peut-être une perte de temps, mais pas tant que ça, parce qu'au final, j'en vois tous les jours, mais les gens qui abandonnent, ça court les rues, hein. Enfin, ça court pas, ça marche du coup, mais Ah, c'est dur, hein, je vais pas te mentir, c'est dur. Je suis allé à la salle aujourd'hui, ça faisait 1 semaine. Putain, j'avais pas envie, hein. Et tu sais quoi, j'y suis allé en me disant: «OK, j'y vais parce que je sais que je vois Scott tout à l'heure et que j'ai pas envie de le regarder dans les yeux et lui dire: "Ouais, j'ai eu la flemme"». Non, je pouvais pas dire ça. non, après, tu as des circonstances atténuantes des fois et il faut savoir écouter son emploi du temps. Tu restes un businessman quand même. Merci de me donner des excuses, ça fait plaisir. Bon, écoute, ça fait plaisir, ça fait une bonne heure et demie là qu'on parle ensemble. Très franchement, je pense que l'épisode, les gens, ils nous diront, mais j'ai trop kiffé. Tu t'es ouvert comme peu de fois tu t'ouvres, parce que tu es quand même quelqu'un à la base qui parle donc pas des masses. Est-ce que si je dois interviewer d'autres personnes en France, il faut que tu me donnes un nom d'une femme et un nom d'un homme. Ça serait qui? Ça dépend. Tu veux faire quoi tu veux développer quoi, quel côté? Parce que je peux te donner une femme qui va te faire le buzz, hein. Non, Moi, j'ai déjà plein d'idées, mais j'aimerais entendre les tiennes. si je dois donner juste franchement, le meilleur à interviewer, il est incroyable, il raconte des histoires, c'est notre père Castor et c'est Riquin, c'est Anthony Riquin. Franchement, c'est vraiment je pense le meilleur à interviewer parce que il est bourré d'anecdotes ce type et puis il est bourré d'anecdotes, qui ont 20 ans, ouais, presque 20 ans, tu vois, de flag. Franchement, je dirais Riquin en mec. OK. Bah, là, il faudra peut-être 2 épisodes alors pour qu'il me raconte tout. Ouais, 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 ouais. Et après, en fait, c'est ça, tu vois, il y a le cœur qui parle avec les grands joueurs, avec Anthony Riquin et Elisa De Santis, tu vois. Ouais, bah, c'est ça, en fait, c'est les deux grands noms, du coup, de ce sport sur les 15 dernières années. J'arrive pas à me détacher de ça. Ouais, ils auront des choses à raconter, avec leur expérience. Ouais, et puis Elisa, ça peut être marrant de voir si elle arrive à s'ouvrir autant, de raconter toutes ces Tu sais histoires. qu'Elisa, je l'ai vue sur une interview avec l'IFAF pour, les World Games 2022. Elisa, c'est la meilleure sur le terrain, mais alors devant le micro de l'intervieweur, je me suis dit: «Ouais, ils auraient peut-être pu prendre quelqu'un d'autre, ils auraient eu plus de matière». «Elisa, ça va?» «Oui». «OK, très bien». Sans la suivante. Après, si tu veux, je peux faire décoller ton truc à un podcast international, si tu veux. Je te donnerai des contacts, si tu veux. Et attends, et si tu m'as dit que si tu avais quelqu'un en tête et que ça ferait le buzz, c'est qui? Maïmouna, Mouna, elle en a gros, gros sur le cœur. Maïmouna, ma grande sœur, ouais, elle pourrait.
elle pourrait faire décoller et tu aurais plein de potins sur tout ce que tu veux. Non, mais elle pourrait faire avancer toutes ces parties un peu sombres, qu'on ne connaît pas. En tout cas, ce qu'on aime chez Memouna, c'est qu'elle a des avis tranchés. Tu peux être d'accord, pas d'accord avec elle, mais en tout cas, elle a ses avis, elle vit avec et là-dessus, on n'a rien à dire. Elle est droite dans ses bottes et elle tourne jamais le dos à un ami. Puis elle a un passif dans le sport aussi qui est incroyable. Ouais, en fait, c'est ça, on vient de la même région, on vient un peu des mêmes sports, du coup, elle vient du soccer et du flag aussi. C'est pas pour rien qu'on est aussi proches, hein, après, mais même si géographiquement on est très loin, le cœur, heu, le cœur est là. Ça marche. Bah, écoute, merci Scott pour, cette petite soirée passée ensemble Avec plaisir. et puis à très vite, sur le terrain D'ici 2 10 jours. semaines. D'ici 10 jours, pour 2 semaines parce qu'on enregistre aujourd'hui le 4 décembre, mais quand ça sortira, on verra quand ça sera. Yes.